Le seul objectif des gardiens de la Révolution, c'est la destruction d'Israël. Leur plaisir, c'est aimer la mort. Ce n'est pas aimer la vie, puisqu'ils tuent leur peuple. Et ce logiciel n'est pas compris par les Européens et ne veut pas être compris par le président Macron. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du Studio Kalita pour notre magazine mensuel d'analyse géopolitique intitulé Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, avec comme thème une interrogation, cette fois tournant autour de la question pourquoi cette agressivité de la France et de l'Europe contre Israël alors que l'État hébreu est toujours en guerre sur plusieurs fronts. Pour en parler avec nous, en ligne depuis Paris, Jacques Tarnero. Jacques, bonjour. Bonjour. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes essayiste, scénariste et analyste des dérives de la scène politique française et européenne, en même temps qu'auteur du livre Le nom de trop, Israël illégitime, paru en 2011 aux éditions Armand Collin, et que vous êtes aussi co-réalisateur du film Décryptage, qui était un film analysant les mécanismes de la désinformation contre Israël dans les médias français et européens. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, ma première question, comment expliquez-vous cette insistance déplacée du président français Emmanuel Macron à soutenir inconditionnellement le Liban en exigeant la fin des opérations militaires israéliennes contre le Hezbollah, et ce, même après que cette milice chiite aux ordres de Téhéran ait volontairement tiré lors de 2 embuscades contre 2 soldats français qui ont été donc tués, et des soldats français de la FINUL, la force onusienne censée garantir la sécurité au sud du Liban. Comment expliquez-vous le discours presque surréaliste de Macron ? Je pense que le président de la République française cherche un rôle désespérément. Il cherche à exister désespérément au plan international. Et quand il dit c'est aux Libanais de régler le problème du Hezbollah et de l'expulser du Liban et à personne d'autre, au minimum, c'est une totale méconnaissance de la situation, une méconnaissance délibérée de la puissance toxique du Hezbollah au Liban, car le Liban lui-même n'a aucun moyen, peut-être aucun désir réel, d'expulser le Hezbollah de son propre territoire. Souvenez-vous, en 2020, quand le port de Beyrouth a explosé, le président Macron est allé 2 fois dans la même semaine au Liban et a vitupéré contre la classe politique libanaise d'une manière féroce. Il a dénoncé leur incurie, leur corruption, leur non-efficacité. Et tout ça a été suivi de rien du tout, bien évidemment. Mais enfin, il y a une tradition et une prétention française à se mêler, en particulier de l'histoire et de la situation au Liban. Il n'y a pas que cette présence de Macron au Liban en 2020, la relation détestable du Liban avec la France est encore plus vieille. Un ambassadeur de France à Beyrouth, Louis Delamarre, a été tué en 1983, je crois, au Liban, comme les soldats français de la force d'interposition du Drakkar ont été aussi assassinés au Liban, avec les soldats américains qui étaient présents pour essayer de rétablir un minimum d'ordre. Tout ça est passé au profit des pertes, au profit de postures. Et le président Macron est un spécialiste de la posture, même si elle n'est pas suivie d'actes efficaces. Alors qu'on serait en droit d'attendre, bon, voilà de belles paroles, et après, qu'est-ce qu'on fait ? Et voilà la situation présente. Je pense que le président Macron essaye
d'afficher une présence forte, mais il n'y arrive pas. Alors le seul moyen est de trouver un autre responsable et de dire que c'est Israël qui, qui est l'empêcheur de tourner en rond. Que ferait la France si, en Belgique, eh bien, une milice étrangère faisait pleuvoir des drones ou des roquettes sur son propre territoire? Est-ce qu'on resterait sans réagir? Ou est-ce qu'on invoquerait le droit humanitaire? Non, il y aurait une riposte. Il ne veut pas prendre la réalité pour ce qu'elle est. Et c'est très dommage au plan de la politique française. Alors, d'où vient cette triste nostalgie française, on pourrait dire, vous l'évoquiez à l'instant, par rapport à ce que fut son influence, d'ailleurs colonisatrice, du début du siècle passé, dans la région à laquelle le Quai d'Orsay avait d'ailleurs donné le nom fort évocateur de Proche-Orient. Bien sûr. D'où vient cette triste nostalgie? C'est le regret d'un passé d'influence? Est-ce que ça ambitionne peut-être de nouveaux marchés dans la région? Comment vous l'expliquez encore une fois? Je pense que, comme vous le dites, il y a une nostalgie très passéiste, d'ailleurs, qui remonte au partage de l'Empire ottoman à la fin de la Première Guerre mondiale et la rivalité franco-anglaise. Il y a aussi une tradition française par rapport aux chrétiens d'Orient et la présence d'un Louis Massignon, qui a été le Laurens d'Arabie français, qui était un catholique qui s'intéressait d'abord avec sympathie au projet sioniste, et puis ensuite avec une antipathie profonde et une antipathie religieuse. Il voyait d'un mauvais œil l'implantation juive au Proche-Orient. Tout ça se conjugue et s'ajoute. Le nombre de personnages à particules au Quai d'Orsay explique aussi. Il y a une tradition vieille France qui... Antisémite, en fait, aussi, profondément. Les deux, bien sûr. Tout ça joue. Mais encore une fois, la France n'a plus les moyens de ses nostalgies, de sa politique. Elle s'illusionne. Et le jeu de la France aujourd'hui au Proche-Orient, je ne le vois pas apportant une paix quelconque. La France dit fréquemment qu'elle soutient, qu'elle est antisémite, bien évidemment. Mais en ce qui concerne Israël, on ne peut pas dire qu'elle manifeste une sympathie pro-israélienne. Golda Meir disait, par rapport à ses positions, « Je préfère vos condamnations à vos condoléances ». Elle avait tout à fait raison. Je crois que les condoléances sont une spécialité française. Il y a de beaux discours au moment de l'entrée au Panthéon d'un certain nombre de grands hommes, mais où il y a de beaux discours par rapport aux victimes du terrorisme, mais elle n'inclut pas dans les victimes du terrorisme, c'était au temps de François Hollande, quand il y avait eu une cérémonie en hommage aux victimes en 2015 des victimes du terrorisme, les victimes israéliennes du terrorisme ne figuraient pas. Comme si, comme si le terrorisme partageait, se divisait en deux. Il y avait les victimes inacceptables, celles du Bataclan, par exemple, oui. et autres, mais les victimes israéliennes des attentats terroristes ne comptaient pas. Eh bien, ça continue. En France, on aime pleurer les Juifs morts, mais on n'aime pas beaucoup honorer ceux qui se défendent et défendent leurs enfants. Alors justement, compte tenu de cette analyse assez complète, est-ce que pensez-vous de la position israélienne qui, lorsque les pourparlers ont commencé,
à Washington entre une délégation israélienne et une délégation libanaise, non sans difficulté d'ailleurs, Oui. eh bien, la France a demandé à participer quelques jours avant à ces négociations et les Israéliens ont fait savoir aux Américains qu'il n'était pas question que les Français se mêlent de ce processus, d'ailleurs difficile, de négociation. Qu'est-ce que vous en pensez de cette position israélienne ? Que la France ait voulu en être, on peut le comprendre, ça lui aurait donné un rôle. Maintenant, si ce rôle est un rôle parasitaire et qui va jouer un jeu trouble et confus avec ceux qui n'ont rien à faire dans la négociation, quel est le pouvoir du Premier ministre libanais? Quel est le pouvoir du président du Liban pour faire sortir du Liban le Hezbollah? Il n'en a pas. Alors, la France en aurait-elle eu du pouvoir pour aider les Libanais à mettre les Hezbollah dehors? Je ne le crois pas. Mais ce qui est terrible, c'est que vous l'avez dit en introduction, 2 soldats français de la FINUL ont été tués dans une embuscade du Hezbollah. Donc la France ne veut pas nommer son ennemi réel. Et c'est dramatique. Elle est dans le déni. Et ce déni, s'il demeure, je vais reprendre d'ailleurs le même élément d'analyse par rapport aux diverses menaces qui pèsent sur la France. On est dans le déni de la menace islamiste en France. On ne veut pas la regarder en face et on ne veut pas la nommer pour ce qu'elle est. Nommer les choses, c'est la première attitude nécessaire. Nommer l'ennemi, c'est le premier choix politique important. La France ne le fait pas. Alors, à l'échelle de l'Europe, puisque vous en parliez, comment expliquez-vous que certains ministres de plusieurs pays d'Europe, parmi les plus importants, comme la France, l'Angleterre et l'Allemagne, aient répété cette phrase lancinante et presque hallucinante: cette guerre contre l'Iran n'est pas notre guerre. C'est une phrase qui est revenue souvent. Et ce, alors que la dictature islamiste de l'Iran constitue bel et bien une menace militaire et stratégique de premier plan, y compris contre le continent européen, qu'elle peut dûment et aisément frapper avec ses missiles balistiques. Qu'est-ce que c'est que cette démarcation qui évoque une certaine lâcheté européenne ? C'est le moins qu'on puisse dire. Les positions de l'Europe, qui sont déjà très craintives par rapport à la Russie et par rapport à la guerre en Ukraine, alors qu'on sait que des alliances entre l'Iran et la Russie sont aujourd'hui une donnée factuelle, peut-être les Européens estiment qu'ils n'ont pas le moyen de lutter sur 2 fronts. Et ils pensent que l'ennemi iranien, puisqu'il faut dire qu'il est l'ennemi de l'Europe de l'Europe, et ça se sait, ils le savent, l'ennemi iranien n'est pas pris en compte. Je pense par couardise politique et par volonté d'espérer qu'un élément d'apaisement puisse venir. Or, le seul apaisement, c'est le changement de régime, c'est que le régime des mollahs iraniens tombe. Et c'est que la menace nucléaire iranienne disparaisse. On ne veut pas le prendre en compte. Et c'est un choix stratégique des Européens qui est invraisemblable. Alors, pour aller un peu plus loin encore, ne pensez-vous pas que ce lâche renoncement européen à participer à la guerre d'Israël et des États-Unis contre l'Iran pourrait finalement s'avérer une bonne chose, paradoxalement, comme l'ont analysé certains experts israéliens, pour qui cette absence de l'Europe va en fait lui ôter toute influence significative dans le nouvel ordre moyen-oriental qui est censé être bâti après la guerre, et qu'en quelque sorte, le Moyen-Orient nouveau qui verra le jour se construira sans l'Europe, sans cette Europe qui avait justement colonisé cette région
Et en fait, ces experts israéliens ont avancé une théorie intéressante en disant que la déseuropéanisation du Moyen-Orient pourrait être salutaire pour tous les pays de la région, Israël et les pays arabes modérés qui voudront justement et qui appellent de leur vœu ce nouveau Moyen-Orient. Vous avez tout à fait raison et déjà apporté les éléments de réponse que j'aurais confortés, c'est-à-dire que l'impuissance militaire européenne, aujourd'hui, dans le paysage tel qu'il est, c'est-à-dire un paysage de force russe ou bien américaine, pèse, est le moyen le plus fort pour s'imposer, pour exister. La France n'a pas les moyens, malgré son porte-avions Charles de Gaulle, de faire le poids par rapport au porte-avions américain. Qui sera prêt dans 10 ans d'ailleurs. Oui. Enfin, pas Charles de Gaulle, mais France Libre. Le prochain porte-avions sera prêt dans 10 ans. Et donc, il risque de couler beaucoup d'eau dans le détroit d'Ormuz d'ici là, pour s'imposer. Les positions françaises, comme les positions européennes, sont des positions d'impuissance. Il pourrait jouer la carte économique, après tout. Il pourrait faire miroiter à un pouvoir iranien, mais pas à celui des mollahs, tous les bénéfices que ce pouvoir pourrait retirer d'une relation non atomisée avec les Américains et avec les Européens. Mais ça n'est pas là, ça n'est pas le cas. Parce que j'ai souvent écrit que ceux qui menaçaient Israël menaçaient la France, que ceux qui menaçaient Israël menaçaient l'Europe. Et on dirait que la diplomatie et les pouvoirs politiques européens ne s'en rendent pas compte ou ne veulent pas s'en rendre compte. C'est l'absence de volonté politique qui est la cause de cela. Mais il faut dire que l'Iran actuel, quels que soient les coups qui ont été portés contre lui, contre sa force atomique, contre les missiles à longue portée qu'elle cache, que l'Iran cache, eh bien, ils tiennent encore le coup, car ça n'est pas le sort du peuple iranien qui est en jeu pour le pouvoir iranien. On l'a vu en février, ils ont tué entre 20 et 50 000 Iraniens au moment où ceux-ci manifestaient contre le pouvoir. Donc ça n'est pas leur souci. Je pense que le logiciel de compréhension de l'Iran, de la part des gardiens de la Révolution, c'est celui de apocalyptique. Leur logiciel est de préférer l'apocalypse à la paix pour leur peuple et au bien-être de leur peuple. L'idée que il faudrait demander aux Iraniens ou à ce pouvoir, que préférez-vous? Si on avait le moyen de sonder l'opinion. Vivre mieux, vivre bien, ou bien détruire Israël. Le seul objectif des gardiens de la Révolution, ou des deux ayatollahs qui ont été tués par Israël et par l'Amérique, leur seul objectif, leur seul plaisir, c'est la destruction d'Israël. Leur plaisir, c'est aimer la mort. Ce n'est pas aimer la vie, puisqu'ils tuent leur peuple. Et ce logiciel n'est pas compris par les Européens et ne veut pas être compris par le président Macron. Peut-être n'est-il pas compris, mais il y a peut-être aussi une sorte, je l'évoquais tout à l'heure, une éventuelle lâcheté face à ces perspectives apocalyptiques qui terrorisent littéralement les dirigeants européens. C'est évident. Boualem Sansal me disait il y a quelques années, si jamais l'Iran a la bombe, mais ils l'utiliseront
sans hésiter, parce que l'anéantissement, pour détruire Israël, il faut 3 bombes atomiques. C'est suffisant, le pays est trop petit. Mais peu leur importerait aux Iraniens et au pouvoir iranien de l'époque, et peut-être celui encore aujourd'hui des gardiens de la Révolution, de subir une riposte qui les détruirait aussi, si leur jouissance est d'abord en priorité la destruction d'Israël. Donc chez les Européens aussi, il y a peut-être, à partir des éléments que je n'ai pas, dont je ne dispose pas, la crainte d'un tir balistique iranien chargé d'une bombe atomique sur les forces ou sur les positions européennes. Poutine l'a évoqué plusieurs fois, les bombes atomiques tactiques. Si on en arrive là, le pire est prévisible. La couardise et la vision d'une Europe essentiellement consumériste, vivant en paix à l'ombre des diverses menaces atomiques, qu'elles soient iraniennes ou russes, est un élément qui implique bien évidemment une grande prudence. Mais on sait que ce logiciel de couardise, Jean-Claude Milner avait écrit un livre il y a quelques années sur les penchants criminels de l'Europe démocratique. Oui. Eh bien, je crois qu'il y a, au plan intérieur et au plan de la politique étrangère, des attitudes qui sont couardes et qui sont munichoises. Eh bien, on en est là. Jacques Tarnero, merci beaucoup. On aura le plaisir de vous retrouver dans quelques semaines, j'espère. Et merci d'avoir consacré du temps aux auditeurs du Studio Qualita. Merci à ces auditeurs de nous avoir écoutés et à notre prochain magazine dans un mois. Merci beaucoup, Richard. À bientôt.